Donc, je vous propose de démarrer cette séance, cette nouvelle séquence qui est devenue vraiment une de nos séquences habituelles à l'Axel. Les grandes tendances tech du CES, cette fois-ci 2025. Alors, le CES, hein, pour le resituer, c'est le grand salon mondial de la tech, de l'innovation. Moi, je l'ai vu au travers des années, c'est devenu un événement qui intègre énormément d'acteurs de la santé, de plus en plus. Donc, c'est devenu un salon tech, certes, mais aussi un grand salon sur la santé, la tech en santé. Et on s'est dit il y a quelques années que c'était l'occasion de prendre une photo des grandes tendances et de ne pas se limiter au CES de Las Vegas, de demander aussi à Valérie et aux équipes de Dentsu de partager avec vous une vision des grandes tendances mondiales de la tech et à l'ensemble des intervenants qui sont ici de partager leur expérience, leur zoom, leur regard, leur vision croisée des tendances de la santé avec Jérôme, avec Rémi, qui sont vraiment des analystes de premier plan dans le monde de la santé. Quand vous travaillez dans la santé, vous connaissez forcément Jérôme Rémi. Sinon, ça veut dire que vous ne travaillez pas dans le monde de la santé, de la tech. Voilà. Et donc, j'ai le plaisir cette matinée de l'animer avec mes collègues de l'Axel, Marie et Alexander, sans qui on ne peut rien organiser de ce type d'événement, et avec Paul Maître du cabinet ISIS, qui est membre de l'Axel, qui est membre du Club Santé Connectée qu'on anime ensemble avec Nicolas Castoldi. Et donc, cette matinée va être animée par Paul Maître, qui va voilà, organiser les différentes séquences. L'objectif, hein, c'est d'être très respectueux de votre temps, de vous donner le maximum d'informations de manière claire et lisible pour qu'en 2 heures, vous ayez vraiment un panorama qui soit percutant et intéressant sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais vous redonner aussi quelques informations de contexte général. Donc, l'Axel, c'est une association du digital avec un club santé. On relance une nouvelle version du club santé cette année, la V2. Et l'idée, c'est voilà, d'aller vers des nouveaux formats. On va créer des remue-ménages pour travailler avec des acteurs de la santé, souvent dans des endroits emblématiques de la santé, des thématiques où on va les travailler avec les participants de l'Axel et des acteurs du monde de la santé. Et on va se mélanger pour voilà, faire du remue-ménage. On va aussi créer des masterclass, donc des moments un peu forts en fin de journée, souvent, pour venir se confronter à des grands cerveaux, des grands penseurs, des grands visionnaires ou leaders d'opinion du monde de la santé. Et on est en train de préparer aussi une nouvelle version pour notre événement annuel autour d'une thématique qu'on va vous dévoiler bientôt avec des nouveaux grands partenaires. Voilà, donc ça va être plutôt l'effet surprise. On a des grands acteurs qui nous ont rejoints, comme le groupe Vive, là, très récemment, donc qui fait maintenant partie du Club Santé. On est vraiment ravis de les avoir avec nous. Et on a aussi probablement un autre très gros acteur qui va rejoindre là très bientôt dans la foulée. Et donc, ça va être l'occasion aussi voilà, de lancer des nouvelles initiatives avec tous ces acteurs-là, et on y reviendra très prochainement. Mais l'objectif, c'est pas de vous dresser le panorama de tout ce qu'on va faire cette année. Ça va être une année encore assez riche au niveau du club. Je vais laisser maintenant la parole à Paul pour animer cette matinée. Merci David, bonjour à tous. Alors animé, c'est un bien grand mot parce que là, on est en compagnie d'éditorialistes et de gens qui ont plein de trucs à raconter, donc j'en rajouterai pas. Petite précision, on est plutôt sur 1 heure et quart là, de session, c'est l'objectif. Première partie, je vais laisser après la parole à Valérie. Global, j'allais dire un vrai 360 sur le CES, et puis après, en effet, on va zoomer sur les sujets santé avec Jérôme, Rémi et Coralie. Ce qui est intéressant, c'est que le mois de janvier, non seulement il y a le CES, mais on a aussi notre CES à nous, là, à Station F, au mois de janvier. C'est l'événement qu'organise Jérôme et ça sera l'occasion, du coup, en écho, de voir ce qu'il en sort comme grande tendance. Et du coup, finalement, on a des tendances mondiales de Las Vegas, des tendances vues de la France avec l'événement de Jérôme. Et du coup, bah, c'est de parler de tout ça avec vous. Et c'est ce qui va alimenter le programme, comme l'a dit David, des travaux de l'Axel sur toute l'année 2025 avec ses différents formats et du coup, bah, tous ceux qui sont intéressés à parvenir contribuer à tout ça, là, que ce soit les remue-ménages, participer à des masterclass et au grand événement annuel, on sera ravis d'en dire plus ultérieurement et de faire contribuer les gens. David l'a dit, c'est un esprit associatif, donc on vient, on y met l'énergie, enfin chacun y met l'énergie qu'il veut et on en sort des choses
plutôt pas mal comme ce marronnier annuel du CES. Du coup, je propose de donner la parole et l'image à Valérie pour démarrer cette session avec son regard sur ce qui s'est passé en 2025 à Vegas. Valérie, à toi l'écran, le micro et toute Super. l'assistance. Merci Paul, merci David. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver effectivement pour ce rendez-vous annuel. Donc je vais essayer de dresser un panorama rapide des tendances qu'on a pu observer sur ce CES 2025. Donc un CES, vous l'imaginez bien, marqué par l'intelligence artificielle, hein, qui est omniprésente à tel point que je me suis permis d'inventer un nouveau terme, les high-tech, en opposition à l'high-tech, puisqu'on a vu au cours du salon que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il fallait plus la concevoir comme une verticale, donc vous n'aurez pas de partie dédiée à l'intelligence artificielle dans ma présentation, mais il faut bien concevoir l'intelligence artificielle comme un socle technologique qui finalement va venir augmenter toutes les technologies, les unes et les autres. On va, à travers cette présentation, voir quels sont les principaux points forts de ce CES. Donc, j'ai identifié 4 points forts et on ira ensuite observer 4 verticales particulièrement importantes au CES. La Smart Home, puisqu'on a toujours beaucoup d'innovation dans ce domaine-là, la mobilité, bien sûr les écrans, téléviseurs ou autres qui sont toujours omniprésents au CES de Las Vegas, et bien sûr la santé, qui vous allez le voir est une thématique, une des thématiques les plus fortes, si ce n'est la plus forte, et qui fait l'objet bien sûr de ce rendez-vous de ce matin. Premier point fort à travers des chiffres. Donc, les chiffres sont toujours importants au CES de Las Vegas. On était là dans la 58e édition. Oui, on a parfois du mal à l'imaginer, mais le CES est né en 1967. C'était la première fois à New York. Donc là, 58e édition, déjà avec 141 000 visiteurs présents sur place. Donc un petit peu plus que l'an dernier, puisqu'on en avait 135 000, mais encore un petit peu moins par rapport à l'année juste avant Covid, où on avait une fréquentation qui avait grimpé jusqu'à 180 000 visiteurs. 4 500 exposants, dont vous voyez un certain nombre de startups. Et au niveau de la French Tech, on avait 110 startups cette année qui étaient présentes. Donc là aussi un petit peu moins que l'année dernière et que là aussi dans les années 2020 où on pouvait grimper jusqu'à 300 startups. Mais finalement, c'est beaucoup mieux parce qu'on a une présence beaucoup plus rationalisée avec des startups beaucoup mieux préparées aux enjeux du CES et des startups françaises qui, elles, proposaient des innovations principalement articulées autour de 3 thématiques: la mobilité, la green tech et là aussi la santé. Des conférenciers, bien sûr, par milliers, la plupart des pays du monde représentés, une grande résonance sur les réseaux sociaux avec, vous le voyez, 433 000 posts sur le CES échangés sur les réseaux sociaux, donc quasiment l'équivalent de l'an dernier, et des discussions sur ces réseaux sociaux qui tournaient autour de 3 thématiques: l'intelligence artificielle qui a concentré 30% des messages, la santé, donc notre sujet de ce matin, et la robotique et l'automatisation qui, vous allez le voir, était une des tendances fortes de cette année. Deuxième point fort, alors j'ai identifié une personnalité qui a fait vraiment l'événement au CES, c'est Jensen Huang, donc qui est sans doute une personnalité assez peu connue encore du grand public, qui est le patron de Nvidia. Et Nvidia, il faut savoir que c'est devenu l'an dernier la première capitalisation mondiale, devant même Apple à plusieurs reprises, avec une capitalisation qui a atteint 600 milliards de dollars, même si vous avez pu le constater la semaine dernière, Nvidia s'est trouvé pénalisé par l'annonce de cette start-up chinoise DeepSeek qui propose voilà, un agent conversationnel a priori aussi performant que des chats GPT ou autres pour un coût bien moindre, puisqu'il va utiliser des puces de Nvidia beaucoup moins perfectionnées, le tout étant lié aux restrictions imposées par les États-Unis à la Chine.
Donc bref, Jensen Huang, patron de Nvidia, donc qui produit ces fameuses puces essentielles à l'intelligence artificielle et donc qui a connu une envolée au cours de ces 2 dernières années. Et donc ce patron est intervenu dans une conférence, je crois que c'était la veille ou le jour de l'ouverture du CES, et on a comparé Jensen Huang à une rockstar puisqu'en fait, on pouvait quasiment faire 1 kilomètre de queue pour aller à la conférence qui a rassemblé, je crois, près de 15 000, 20 000 personnes. Voilà, donc c'était vraiment un événement majeur. On a même comparé Jensen Huang à Taylor Swift, c'est vous dire. Donc, Jensen Huang, il est venu avec pas mal d'innovations dans sa besace au CES, notamment arrivé avec une nouvelle série GeForce RTX 50, comme vous voyez sur l'illustration du haut à gauche. Donc, c'est une nouvelle gamme de cartes graphiques, voilà, très utile à la fois pour les jeux vidéo, pour l'intelligence artificielle, etc. Il est venu avec Nemotron, donc qui est une famille de LLM, c'est-à-dire des grands modèles de langage dédiés à l'agentique. L'agentique est une tendance majeure de 2025. Après l'ère de l'IA générative, on est vraiment là entré dans l'ère de l'agentique. Il est venu aussi avec ce petit boîtier que vous voyez en bas sur l'image, sur la gauche, le Project Digit. En fait, ce petit objet est un mini ordinateur, finalement un supercalculateur surpuissant qui est capable de faire tourner localement des modèles d'intelligence artificielle. Et enfin, c'était l'occasion aussi pour le patron de Nvidia d'annoncer un partenariat avec le premier constructeur mondial qui n'est autre que Toyota. Donc un partenariat qui vient compléter de nombreux partenariats avec des constructeurs automobiles autour des technologies que Nvidia propose concernant la conduite autonome. Ce qui a fait sensation au CES, c'est lorsque Jensen Huang est apparu avec, vous le voyez, une douzaine de robots humanoïdes, l'occasion pour lui finalement de nous partager sa vision du futur de l'intelligence artificielle et de l'évolution, voilà, de tout cela vers l'agentique puis l'IA physique, en fait, qui selon lui va permettre aux machines autonomes que sont les robots et les voitures autonomes de percevoir, de comprendre et d'effectuer des actions complexes dans le monde physique. Il nous a indiqué que, selon lui, la prochaine grande vague de l'IA voilà, était la robotique et qu'en 2025, on était vraiment dans une année qui verrait l'avènement des robots humanoïdes, justement. Donc, l'occasion pour lui de rappeler voilà, toute sa vision du sujet et de nous partager voilà, les dernières innovations de NVIDIA en la matière, notamment Cosmos, qui est une plateforme qui est conçue pour accélérer le développement justement de l'intelligence artificielle physique, particulièrement pour la robotique bien sûr, mais aussi pour les véhicules autonomes, et une technologie aussi qui va s'inscrire dans Omniverse, en fait, qui est chez Nvidia un sujet autour du métaverse industriel, puisque, comme vous le savez, si le métaverse n'a pas connu le succès qu'on lui prédisait il y a quelques années au niveau du grand public, en tout cas au niveau industriel, c'est quelque chose qui fonctionne et donc qui nécessite un certain nombre de technologies, dont celle-ci. On a vu la personnalité, on a vu aussi le show, alors particulièrement celui de Delta Airlines, avec une keynote qui s'est tenue dans la fameuse Sphère, qui est ce lieu assez incroyable à Las Vegas, donc une sphère couverte à l'intérieur, à l'extérieur d'écrans LED. Vous voyez, c'est le plus grand écran au monde puisqu'il fait 54 000 mètres carrés voilà, de surface, 112 mètres de haut et 157 mètres de diamètre. Et donc, c'est un lieu dans lequel généralement se déroulent des concerts, des spectacles. Et là, pour la première fois, on avait une keynote, donc celle de Delta Airlines, qui, vous le voyez sur la petite vidéo, nous proposait un décollage virtuel en direct pour les spectateurs. Donc, un show incroyable. Et présenter donc à cette occasion, bien sûr, ces innovations, parmi lesquelles ils ont annoncé voilà, un agent intelligent
qui viendrait au service des voyageurs en amont et en aval de leur voyage pour leur donner toutes sortes d'informations et les accompagner justement dans ce voyage. Ils annonçaient aussi des partenariats avec YouTube, avec Google, notamment pour proposer YouTube Premium et YouTube Music à l'intérieur de la plupart de leurs vols. Et donc, vous voyez toujours sur ces images, voilà, une expérience pour les spectateurs assez incroyable lors de cette keynote, avec une animation justement de tous ces écrans, tous ces écrans LED qui étaient assez fabuleuses. La tech qui a fait le buzz cette année, c'est la robotique, hein. Comme le disait Jensen Huang, c'est la tendance majeure de cette année 2025. Et donc la robotique, et notamment la robotique humanoïde, était en ligne de mire en cette année. Alors des robots, il y a les robots humanoïdes, mais avant ça, il y a des robots de toutes sortes. Je vous ai mis une petite sélection ici avec des robots tout mignons en haut à gauche comme Mirumi, donc qui est une petite peluche, mais une peluche intelligente en fait, qui est là juste pour vous accompagner, qui se greffe un petit peu sur le sac à main, qui va reconnaître les personnes qui s'avancent vers vous et qui va vous faire des petites mimiques sympathiques. Ou juste en dessous, là aussi, un petit robot japonais, le Nekojita Fufu, qui est un petit objet, un petit robot qui va souffler sur votre thé ou votre café pour le refroidir. Ensuite, bien sûr, des chiens plus vrais que nature, hein, des chiens robots là de compagnie comme le Tombot, ou des chiens un peu moins sympathiques comme l'Unitree juste à côté, qui ressemble au robot Spot de Boston Dynamics. Souvenez-vous, qui est un robot plus là dédié au domaine industriel, donc qui va patrouiller et surveiller ce qui se passe dans ces sites. Bien sûr, des robots aspirateurs, hein, on va en parler jusqu'après dans la Smart Home. C'était là aussi les stars du CES, avec notamment ce Switchbot dont je vais dire un mot tout à l'heure, qui fait plein de choses au-delà de passer l'aspirateur. Des robots barman, ça on en a toujours. Donc on en a vu là aussi, qui font bien sûr le show et vous préparent des cocktails sympathiques. On a revu des robots plus humanoïdes comme nos chouchous français de chez Enchanted Tools, qui présentaient à nouveau Miroki, Miroka, donc des robots plutôt destinés à l'accompagnement, par exemple dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux, pour à la fois divertir les patients, mais aussi pour aider à voilà, déplacer un certain nombre d'objets ou des plateaux repas, et puis des robots humanoïdes, donc plus dédiés à l'environnement industriel, comme par exemple l'Apollo, que vous voyez ici en bas à droite, qui est un robot plus dédié aux usines, hein, pour déplacer des charges lourdes, etc., etc. Et puis le buzz a été créé notamment sur TikTok avec l'interview de ce robot qui s'appelle Aria, donc cette jeune femme robot de chez Realbotix. Donc un robot on ne peut plus réaliste, parfois un petit peu gênant, voilà, quand on regarde voilà, ce type de robot. Realbotix qui dit se concentrer sur voilà, l'intelligence sociale et la personnalisation, et le fait de donner aux robots des caractéristiques humaines hyper réalistes. Donc vous voyez, vous avez un socle robotique sur lequel vous allez pouvoir greffer un visage, donc comme une seconde peau au robot. Je crois qu'il y a 17 moteurs qui viennent faire bouger le visage de ces robots. Et donc Aria, donc cette jeune femme, était présente sur le CES, a donné quelques interviews, bon, parfois pas toujours très fluides, donc qui est capable de tenir une discussion grâce à l'intelligence artificielle, et qui a la particularité de
d'être commercialisé, d'être proposé un peu en kit. Donc vous voyez sur l'image en bas à gauche que vous pouvez vous offrir le buste de ce robot pour la modique somme de 10 000 dollars ou le robot dans sa totalité qui ne marche pas mais qui se déplace sur un, un socle roulant pour la modique somme de 175 000 dollars. Un robot conçu, je cite, pour la compagnie et l'intimité. On attaque les verticales avec déjà la Smart Home, une thématique dans laquelle on a vu les robots, pour le coup, jouer un rôle essentiel et notamment jouer les faits du logis, donc avec des aspirateurs qui étaient vraiment omniprésents sur le CES. Je parle d'aspirateurs robots avec une tête puisqu'ils sont boostés à l'intelligence artificielle, mais aussi des jambes et des bras. Puisque vous voyez sur le Roborock, sur l'image du bas, que maintenant les aspirateurs sont dotés de petits bras qui vont, avant de faire le ménage, ranger la chambre, ramasser des pantoufles ou ramasser des chaussettes qui traînent, puis passer l'aspirateur. On va voir du côté de chez Dream un X50 Ultra qui va se doter de petites jambes, qui va être capable de gravir voilà, des petites marches de 6 cm. On va voir des robots comme celui d'Euroka, qui va être capable d'identifier, grâce à l'intelligence artificielle, que vous avez des flaques de café ou d'eau qui se sont déversées sur le parquet avant de passer l'aspirateur. Et vous avez des switchbots qui sont des robots voilà, un petit peu capables de faire plein de choses, puisqu'en fait, l'aspirateur devient quelque part un socle sur lequel vous allez pouvoir greffer un plateau. Donc, si vous voulez vous faire porter le petit-déj au lit, vous avez le switchbot qui peut opérer cette opération. Si vous voulez greffer sur l'aspirateur un ventilateur, une caméra ou autre, c'est possible. Et donc là, le robot devient un petit peu un espèce de majordome à l'intérieur. Le robot aspirateur devient une sorte de majordome au domicile. On a une tendance aussi aux robots sphériques, quand on parle de robots compagnons au domicile, avec Bali qu'on ne présente plus, puisque la première fois qu'il a été présenté par Samsung, c'était je crois en 2020. Mais là, Samsung nous l'assure, il sera commercialisé cette année. On ne sait pas encore à quel prix. Bali, c'est quoi? C'est cette petite boule jaune qui permet au domicile de faire plein de choses, donc de projeter des images, votre série Netflix par exemple préférée, qui va permettre d'interagir avec les objets connectés de la maison, qui va permettre de faire de la surveillance, de vous souhaiter la bienvenue, de s'occuper de vos animaux de compagnie, voire de vos enfants, et qui, comme aujourd'hui, de vous permettre de faire une visioconférence. Voilà, et donc ce look sphérique et tout mignon, on l'a retrouvé aussi du côté de chez TSL qui présentait Aimi, donc ce robot compagnon super mignon qui a à peu près les mêmes capacités que celle de Bali. Donc à la fois vous rendre des services, vous divertir et surveiller un petit peu tout ce qui se passe à la maison. Autre verticale, la mobilité. Donc, on a coutume de dire que le CES de Las Vegas est un mini salon de l'automobile. Donc, c'est une fois de plus un peu vrai, même si des observateurs ont pu être déçus par les innovations de cette année. Malgré tout, on a des choses intéressantes qui se sont dégagées avec une mobilité absolument omniprésente à plein d'égards. Et LG, qui cette année capitaliser justement sur la polyvalence, l'originalité, la personnalisation de ses produits et qui, dans ce cadre-là, nous présentait le Lifestyle Solution for Mobility, donc une sorte de camping-car, donc avec une partie conduite de main devant et une partie habitable à l'arrière qui peut faire office de pièces supplémentaires de la maison, de bureaux, de salles de sport ou autres, le tout étant complètement connecté à la maison ou à son environnement, donc avec une application qui permet voilà, de gérer tout ça. Et donc on voit donc sur la petite vidéo la façon dont tout ça se passe au sein des véhicules. Et je crois qu'on voit un petit peu plus tard le fait que le véhicule va interagir avec son environnement. Voilà ici les commerces alentours, donc pour des logiques de commande, de paiement, etc.
On lâche le volant, bien sûr, au CES de Las Vegas chaque année. Alors, on lâche le volant parce qu'on a beaucoup de véhicules autonomes, mais on a aussi de plus en plus de véhicules téléguidés, ce qui est bien pratique puisque ça permet d'avoir, en termes de technologie, quelque chose d'un petit peu plus léger au niveau des capteurs qu'un véhicule totalement autonome. L'idée, c'est quoi? Et là, on l'a vu avec Vail, c'est par exemple pour un loueur de voitures d'utiliser le téléguidage pour amener le véhicule d'un loueur à un autre. Donc l'idée, c'est pas de vous conduire à distance, voilà, vous-même dans la voiture, mais c'est vraiment, par exemple, voilà, d'apporter le véhicule d'une personne qui va louer le véhicule à une autre. Des véhicules autonomes, on en a vu du côté de Waymo, donc une filiale d'Alphabet, partenaire de Zeekr, qui présentait un nouveau modèle qui s'appelle le Zeekr RT. Même chose chez Amazon, qui a racheté il y a quelque temps Zook, donc qui était présent pour la première fois sur le CES avec sa petite navette autonome que vous voyez en bas à droite, et un partenariat entre Mobility et Technobus. Donc là, une présentation d'un véhicule là aussi autonome, un petit peu plus grand. J'adore le CES parce qu'on y voit ce genre de choses, donc des choses complètement dingues, donc qui nous permettent de quitter le sol au sens propre comme au sens figuré, avec ce Chinois Jinpeng qui revenait cette année, puisqu'il était déjà présent l'an dernier, mais avec une présentation en 3D uniquement. Donc là, il revenait vraiment avec la présentation du véhicule, un véhicule qui ressemble un petit peu au Cybertruck de Tesla, qui a la particularité d'embarquer un drone dans son coffre. Donc, dès lors que vous ne pouvez plus voilà, circuler avec le véhicule, vous pouvez vous envoler dans les airs avec ce drone qui embarque bien sûr les passagers. Alors, aussi dingue que ce soit, les premières livraisons de ce véhicule sont prévues pour 2026. Et si vous souhaitez vous l'offrir, il faudra débourser la modique somme de 280 000 $. Plus raisonnable, on redescend un petit peu sur Terre et surtout on pense à la planète avec ce véhicule d'Aptera Motors, donc conçu avec Pininfarina au niveau du design et du look. Un véhicule qui a la particularité d'avoir des panneaux photovoltaïques sur le capot, sur le haillon et sur le toit. Donc un véhicule qui permet de rouler quasiment entièrement à l'énergie solaire, donc qui permet, vous voyez, d'avoir 10 000 km de conduite par an sans avoir recours à la moindre prise électrique. L'idéal, c'est de vivre dans une région où les rayons du soleil sont forts. Donc Aptera, là aussi, qui nous dit avoir déjà 50 000 réservations avec un prix de base très raisonnable puisque ce véhicule serait annoncé à moins de 30 000 $ pour un prix de départ. Autre thématique autour des écrans avec du gigantisme qui prend le pas là aussi d'année en année. Là, on va toujours un cran plus loin. Et le record revient à iSense, vous voyez en haut à droite, avec ce téléviseur de 3,45 m de diagonale, absolument magnifique, puisqu'au-delà de la grandeur, ce sont des écrans intelligents et avec toutes les qualités d'image, bien sûr, possibles. Donc, même chose chez Samsung avec voilà, une gamme qui s'appelle S95F. Du côté de chez Ximi, en bas, vous voyez le Hassan, donc qui est un meuble, là aussi, de plus de 2,50 m qui embarque un téléviseur qui, une fois qu'il est rétracté, peut faire office de feu de cheminée ou de barre de son dans votre salon. Et puis, ce qui est sympa et rigolo, c'est ces écrans nomades. Donc avec le LG Stand By Me, donc qui se porte comme un sac à main finalement, qui peut voilà afficher le menu d'un restaurant puisqu'il se positionne dans tous les sens. Voilà, donc un écran qui s'embarque partout, y compris dans une petite mallette, puisque vous pouvez voilà l'embarquer directement dans cette petite valisette. Et puis ce qu'on a vu, c'est que les téléviseurs, non seulement ils étaient très grands, mais en plus, ils étaient de plus en plus d'extérieur. Donc, si vous avez une villa avec piscine, pourquoi pas vous équiper du Vivaldi ou du Silvox, qui sont des écrans là aussi géants, mais conçus pour l'extérieur. Donc, en termes de luminosité, qui ont des technologies qui permettent de les regarder à l'extérieur avec des rayons du soleil et qui ne craignent pas les éclaboussures d'un plongeon dans la piscine ou quelques gouttes de pluie.
On continue sur les écrans avec les vidéoprojecteurs. Là aussi, des trucs assez sympas avec chez TCL ce Play Cube, vous voyez à gauche, qui se tord dans tous les sens pour vous donner l'angle de vue le plus sympathique, ou ce mini projecteur, le Zip. Donc là aussi, qui est bien pratique pour visionner toutes sortes de contenus, ou chez Samsung, donc ce vidéoprojecteur à ultra courte focale qui permet de transformer finalement une table en table tactile, et plus fort encore, chez LG, un micro-ondes avec un écran de 27 pouces qui permet non seulement de voir ce qui se passe à l'intérieur du four, mais qui, pendant le temps de cuisson, vous permet de visionner une petite série Netflix ou YouTube sur l'écran. Des téléviseurs bien sûr intelligents, donc que ce soit pour la qualité de l'image, pour la traduction, pour aller, comme chez Samsung avec la technologie Vision AI, détecter quel est l'acteur, vous voyez, qui est en train d'évoluer dans la série, ou de reconnaître tel et tel élément du décor. Bien sûr, des partenariats avec des constructeurs de téléviseurs et des Google ou des Microsoft pour embarquer des IA Gemini ou Copilot. Et puis, si on termine par la thématique qui nous intéresse au plus haut chef ce matin, c'est-à-dire la santé, on a vraiment là aussi des innovations sensationnelles, avec cette innovation du champion français Weedings, présent chaque année au CES, qui venait nous présenter cette année Omnia. Donc Omnia, c'est un miroir intelligent qui va rassembler en fait toutes les données de votre santé que vous allez pouvoir obtenir via d'autres outils de Weedings, comme par exemple une balance connectée, ou l'objet connecté d'analyse d'urine qu'ils avaient présenté il y a 2 ans, par exemple. Donc ça vous donne un panorama complet de votre santé. Aujourd'hui, c'est à l'état de concept. Et ce miroir, qui a été relayé par Rohan Chung, a été sur X, le post le plus engageant du CES de Las Vegas. Donc, hipipi pour la French Tech. Santé bien-être aussi à travers des bagues connectées qui montent en gamme, puisque du côté de Circular, on avait un électrocardiogramme qui venait enrichir les capacités de la bague connectée, et Circular qui a obtenu donc l'accréditation de la Food and Drug Administration aux États-Unis, donc qui est l'organisme qui permet de mettre sur le marché des technologies ou des médicaments aux États-Unis. Et du côté de Ultra Human, on avait cette bague rare, donc en or ou en platine, vendue à partir de 1800 dollars. Donc là, une bague, là aussi bourrée de technologie, qui vous permet de tout savoir sur votre santé, mais en plus qui est un objet voilà, de luxe. Des technologies aussi inclusives, que ce soit à travers les lunettes ou autres, avec Solid Vision qui nous présentait une technologie qui permet de venir en aide aux personnes souffrant d'une dégénérescence de la rétine, donc qui permet de reconstituer voilà, la vision de la personne. Cette technologie de Captify en bas, très sympa et très utile surtout pour les personnes souffrant de déficit auditif, donc qui permet de transformer ce que la personne aurait dû entendre en affichage virtuel sur ses lunettes, vous voyez en vert, donc ce que la personne entend mais pas bien, voilà, est reprojeté sur ses verres de lunettes. Et puis des technologies comme celle de Wisp qui recrée une voix aux personnes qui auraient perdu la leur suite à un cancer de la gorge, par exemple, ou des Neurocluse, donc une start-up franco-belge qui permet, grâce à des technologies d'eye tracking, d'aller identifier et d'aller, voilà, pas identifier, mais diagnostiquer des maladies de Parkinson ou d'Alzheimer, par exemple. Et on termine par les objets insolites de santé, des objets qui sont pas du tout simplement insolites, mais qui sont bien utiles, avec ce fauteuil de massage qui s'appelle le Boyfriend 733, donc qui est une sorte de robot transformer, masseur et rééducateur, qui a un look incroyable, mais qui est a priori ultra performant, voilà, pour tout cela. Et puis cette cuillère intelligente, connectée et électrique de la société japonaise qui s'appelle Kirin,
qui vous évite de trop saler vos aliments, puisqu'en fait, la technologie vous permet, via des impulsions électriques sur la langue, d'avoir la sensation de manger quelque chose de salé, alors que ce n'est pas le cas. Et tout ça, c'est bon pour la santé, donc ce qui nous permet de faire le lien avec la suite. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et merci beaucoup Valérie, et très riche, et dans les temps, que dire. Super, et puis en effet, assez impressionnant là, cette fin sur les fourchettes et les cuillères qui nous piègent sur les goûts. Du coup, en effet, on bascule santé et on commence avec Rémi. Rémi qui a arpenté, me semble-t-il, les allées du CES. C'est pas la première fois. Du coup, c'est intéressant d'avoir ta vision de cette session 2025, peut-être en delta par rapport à les précédentes. Puis à chaque fois, du coup, tu croises, tu accompagnes pas mal de représentants de la délégation française. Donc, du coup, d'avoir ta vision en tant qu'observateur et puis aussi en étant à l'intérieur des choses, on est tous très preneurs. Donc, je te laisse la main pour environ un quart d'heure, un petit peu plus si on veut, de restitution. CES, Focus Santé, à toi, parole et image. Merci beaucoup, Paul. Alors, en introduction, déjà, rappeler, j'avais eu le plaisir d'accompagner le think tank VetIntech qui est spécialisé dans la e-santé animale pour une délégation qu'on a appelée One Health, où finalement on était 8 personnes, à la fois des experts en santé humaine, mais également en santé animale, ce qui nous a permis de vivre de manière collective un petit peu cette immersion au CES. Et d'un point de vue général, ce qu'on a observé, c'est déjà que finalement, on était dans une maturité des solutions proposées, beaucoup moins dans des concepts, beaucoup plus dans des solutions déjà robustes et qui étaient surtout en recherche finalement de financement ou d'intégration au marché américain. Donc, je vous propose de voir un petit peu en image ces différentes découvertes. À noter que finalement, comme l'a dit Valérie, hein, la santé était très présente, avec notamment le Digital Health Summit, qui était une nouvelle fois présent, et avec une nouvelle finalement mise en place, puisque toutes les grosses sociétés autour de la santé étaient représentées au Venetian Center, donc au-dessus de l'Eureka Park. Et du coup, avec à la fois une zone avec des conférences, une douzaine de conférences sur pas mal de solutions différentes, près aussi de 500 startups santé, alors énormément de startups notamment coréennes. Donc, entre nous dans la délégation, d'ailleurs, on s'amusait à dire qu'on était un petit peu au Korean Electronic Show, tellement il y avait d'acteurs coréens présents à la fois à l'Eureka Park et sur les autres zones et les autres halls d'exposition. En tout cas, ce Digital Health Summit, il y avait pas mal d'industriels présents aussi, partenaires, hein, notamment comme Abbott, ResMed, Lilly et Merck, ou des acteurs français aussi comme Withings ou Dassault Systèmes. Alors déjà, s'il y avait quelques innovations à retenir, moi j'en retiendrai trois qui étaient intéressantes. Donc, start-up française, hein, c'est trois start-up françaises. Donc, Netri, qui est une start-up lyonnaise et qui propose des mini-organes humains sur puce pour la recherche, ce qui fait gagner un temps considérable, notamment sur les premières phases cliniques de médicaments, et qui a obtenu notamment un CES Innovation Award cette année. Une autre solution intéressante, qu'a mentionné aussi Valérie, c'est Neurocluse, qui propose, notamment dans tout le soin oculaire, le suivi oculaire, une technologie qui aide à améliorer finalement tous les soins, neurologiques. Et puis une autre solution qu'on a trouvée intéressante, notamment c'était sur le stand de la région, Rhône-Alpes, qui s'appelle, Guide Beauty, et qui proposait donc un miroir connecté. Et au-delà de l'aspect, miroir connecté pour analyser finalement sa peau, c'est que vous aviez lié directement une sorte de petite imprimante qui imprimait directement la crème qui était en lien avec votre niveau dermatologique, avec votre peau. Et donc finalement, on allait au-delà de l'analyse, on allait direct de l'analyse au produit. Et donc ça, c'était une solution assez intéressante, et qui montrait aussi qu'on peut aller bien au-delà de la simple analyse de sa santé. Évidemment, comme l'a dit aussi Valérie, l'IA était omniprésente. C'est vrai que Weezing a fait beaucoup de buzz avec son miroir intelligent Omnia. Alors, pour avoir pas mal échangé avec eux, aujourd'hui, c'est uniquement un concept. C'était plus pour mettre en avant finalement comment allait être la prévention dans les années à venir, avec la possibilité de connecter tous leurs outils. Pour l'instant, il n'y a pas de volonté de commercialiser ce miroir, mais ils en ont profité aussi pour annoncer du coup la commercialisation de ce qu'ils avaient présenté il y a 2 ans
notamment pour le suivi urinaire avec ce petit objet connecté qu'on peut mettre dans les toilettes et le lancement aussi de nouveaux programmes en cardiologie qui vont au-delà des objets et qui aussi permettent d'accéder directement à des cardiologues. Parmi les grands industriels présents, hein, L'Oréal aussi a présenté un nouvel outil en dermatologie pour une analyse approfondie de la peau, avec bien sûr derrière la volonté de proposer leurs produits qui sont adaptés au screen de la peau. Abbott aussi est revenu avec un nouveau lecteur glycémique qu'ils ont appelé Lingo, qui est vraiment pour accompagner encore une fois les patients diabétiques. Et puis, Dassault Systèmes est revenu aussi pour promouvoir l'usage de l'ensemble des jumeaux, numériques dans la santé avec, toute une expérience immersive qui était matérialisée par le parcours dans une ville et qui nous a pardon, permis d'avoir justement une vision très approfondie des différents usages, des jumeaux numériques, que ce soit au niveau, de la recherche, du suivi, des patients ou de l'aide finalement à la pratique, médicale. Alors, si on devait regarder un petit peu les grands acteurs présents, c'est vrai que donc les grands acteurs coréens, sont toujours très présents et Samsung, on l'a vu, est encore de plus en plus, très actif dans le monde de la santé. Alors c'est vrai que sur leur stand, ils ont tout centré autour de leur application, SmartThings qui permet finalement de connecter l'ensemble de leurs écosystèmes, de tous leurs objets, que ce soit santé ou home care ou, tout ce qui est au niveau de la maison, hein, en termes de domotique, que ce soit les frigos, et cetera. En tout cas, dans le monde de la santé, il y avait pas mal de choses, présentées, notamment, leur application Samsung Health qui permet un suivi, au quotidien, notamment sur tous les aspects activité physique, nutrition, et cetera. Et puis, des nouvelles solutions pour, l'accompagnement au sommeil, pour la prévention des chutes aussi au domicile avec un certain nombre de capteurs ou pour le suivi finalement des bébés. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils ont présenté un nouveau projet qu'ils ont appelé le projet de Care Hub et c'est finalement une sorte de méga dossier patient où vous allez retrouver toutes vos données de santé, mais également énormément de recommandations ou d'outils simples, hein, qui peuvent être comme par exemple préparer, les courses adaptées en fonction, des besoins nutritionnels, d'un patient, tout un tas de solutions avec les objets connectés aussi, qui sont associés et d'avoir toutes vos données conciliées avec des recommandations et des aides finalement au quotidien. Alors évidemment, l'IA était omniprésente, hein, comme l'a dit Valérie, et finalement ça a donné aussi un renouveau d'un certain nombre de technologies. Donc évidemment, il y avait encore, plusieurs solutions présentées de miroirs connectés pour un suivi de sa santé. Une solution qui était, très intéressante et là qui est plutôt finalement dans ce que l'on ne voit pas un peu dans le back office, c'est, Barracuda Group, hein, qui est, un groupe français qui est récompensé, tous les ans, au CES avec de nombreuses innovations et qui a présenté, BeConnect, une solution qui finalement, eux, utilisent depuis des années, en interne et qu'ils ont ouvert finalement maintenant, plus largement, qui est vraiment une plateforme d'IA qui permet vraiment d'accélérer le développement des objets connectés, des applications, en raccourcissant finalement toutes les grandes étapes du product design jusque finalement à la mise en marché du produit et donc ça fait gagner énormément de temps finalement à tous les concepteurs d'objets connectés ou d'applications, donc dans la santé, mais dans d'autres secteurs aussi, d'activité. Et puis, un chatbot aussi assez intéressant, qui est SkinChat. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, hein, en dermatologie, qui permet d'identifier assez rapidement ces problèmes de peau, sur mobile et d'avoir des recommandations aussi derrière. Alors au-delà de ça, évidemment, on a encore eu cette année, le handicap qui était, très représenté avec des solutions, à la fois pour les problèmes auditifs, des solutions aussi pour, les personnes malvoyantes, ou, tout ce qui va être aussi autour des prothèses. Vous aviez aussi une start-up française intéressante, hein, qui a proposé une thérapie immersive pour les jeunes patients atteints notamment, de dyslexie, dysprasie et cetera, pour les accompagner finalement, dans l'appréhension de cette pathologie. Iphona, qui est aussi une start-up, française, a présenté un là, c'était assez bluffant, c'est-à-dire qu'on avait, le casque sur les oreilles et la personne en face de nous, finalement, chuchotait à peine et on entendait très distinctement, sans les bruits de fond et donc ça aide à la fois, les personnes qui ont des problèmes finalement, auditifs à pouvoir, augmenter, finalement la puissance aussi de leur voix et puis d'avoir, ça on peut avoir plein d'usages finalement, bureautique avec ce type de solution. Au-delà de ça, le sommeil aussi, il y avait pas mal de solutions autour du sommeil donc
Côté français, nous avions Apnéal qui a présenté une nouvelle solution pour pouvoir diagnostiquer, l'apnée du sommeil avec son smartphone. Ils sont en pleine phase clinique avant un développement, prochain. Et puis une autre, start-up très intéressante, Somno Engineering qui a présenté une solution qui s'appelle Sleep Scan et qui permet de monitorer, d'analyser, et finalement d'améliorer au sens large le sommeil des patients en réanimation. Donc c'est déjà implémenté dans plusieurs, centres hospitaliers et ça commence à se développer et notamment, à l'international. Et puis d'autres solutions pour aider finalement, à gagner le sommeil avec des écouteurs, des lampes et cetera qui permettent finalement d'avoir un sommeil, assez profond et d'aider à l'endormissement notamment. Au-delà de ça, ce qui était intéressant, Valérie en a présenté quelques-unes, c'est tout ce qu'il y avait autour des lunettes. Il y a eu pas mal de choses et ce qui était autour de la vue. On peut citer la start-up aussi, de Rhône-Alpes, Laclaré, qui propose des lunettes, qui s'adaptent pour la correction de la presbytie et c'était, vraiment intéressant puisque finalement ce que l'on voit, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir, voilà cette différenciation dans les lunettes entre la vue de loin, la vue de près. Elle s'adapte automatiquement, à la vue et à fonction de ce qu'on regarde. Donc ça, c'est un marché aussi qui peut être très intéressant puisque la presbytie, c'est vrai, touche de plus en plus, de personnes et puis, pas mal de choses aussi autour de certaines pathologies, hein, comme la DMLA, qui permettent d'accompagner, les patients pour vivre plus sereinement le quotidien, avec, cette pathologie ou des solutions intégrant de l'IA, notamment pour le diagnostic ou également, des solutions comme celle de d'Essilor, Luxottica, qui avait annoncé juste avant le début du CES avoir racheté la start-up française, Pulse Audition, qui permet avec ses lunettes justement, d'aider aussi, de soutenir les personnes qui sont atteintes de problèmes auditifs, donc qui allie à la fois donc, les problèmes correctifs de la vue et également de l'audition. Nous avions également la santé mentale qui était bien présente, avec, différents types de solutions, soit à travers des capteurs, notamment autour de la gestion du stress, des dispositifs aussi pour les enfants avec, des petits personnages, des petits dispositifs pour accompagner la santé mentale où, Valérie l'a présenté aussi dans sa partie robot, hein, le Tombot qui était assez intéressant et qui a plusieurs, usages possibles et un des usages qui est mis en avant, c'est notamment la compagnie pour les patients atteints de démence. Donc un robot qui est, un chien qui est complètement automatisé, qui bouge tout seul et qui accompagne finalement, les patients ou ça peut être aussi pour lutter contre certaines dépendances de personnes notamment âgées. Évidemment, l'arrivée, massive de l'intelligence artificielle a reboosté aussi ce marché des objets connectés et donc on a vu pas mal de nouvelles solutions aussi. Donc évidemment, les bagues connectées étaient très présentes. Heu, on l'a évoqué, tout à l'heure, des bacs connectés qui commencent aussi à avoir des fonctionnalités, différentes, donc notamment la partie ECG. On l'a dit, il y a aussi une autonomie qui est grandissante, mais on a vu beaucoup d'autres choses, hein, notamment, au niveau des tensiomètres ou thermomètres connectés, donc beaucoup de solutions qui venaient notamment de Corée ou, des piluliers connectés ou bien sûr, Withings avec sa nouvelle version aussi, du BPM Vision pour un suivi, en cardiologie et sur la tension. Et puis après, il y avait plein d'autres, solutions, différentes, hein. On a vu, par exemple, tout ce qui était autour de la surveillance, de une nouvelle fois de la pression artérielle, mais par des ultrasons. Brainnew qui combine aussi, l'IA et tout ce qui est big data pour essayer, de mesurer un peu, la profondeur de l'anesthésie pendant les interventions chirurgicales. Une technologie qui est aussi déployée en santé animale. La réalité virtuelle était présente, mais pas autant que les années précédentes, notamment pour l'accompagnement, en chirurgie. Des solutions aussi assez intéressantes, pour des solutions non invasives, notamment pour l'analyse sanguine. Une société aussi, chinoise qui a présenté ça, notamment, Elixir, ou Eli-Health aussi, qui a présenté, des outils assez simples pour faire une analyse hormonale en temps réel, à travers tout ce qu'il pouvait à travers son smartphone. Et puis d'autres solutions, hein, notamment françaises, intéressantes comme, Quantique, hein, qui était connu pour sa technologie, finalement de screening par le smartphone pour analyser ses données de santé, qui a présenté, une nouvelle technologie qui est centrée sur la respiration pour aider à mieux respirer, grâce notamment, à la caméra du smartphone.
qui était intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a plein d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs santé historiques et qui intègrent de plus en plus de fonctionnalités santé aussi. C'était le cas de LG, hein, qui avait aussi encore un des plus gros stands au CES et qui a présenté notamment toute une nouvelle solution pour analyser dans la voiture le comportement du conducteur et notamment d'avoir un suivi de toutes ces constantes santé, donc rythme cardiaque, respiration, etc., mais également de pouvoir, déterminer le niveau de somnolence, donc ça, c'est aussi intéressant et de pouvoir lancer des alertes finalement en fonction de ça. Évidemment, il y avait encore la télésanté présente avec certaines cabines et notamment les grosses cabines de OnMed ou des solutions de monitoring aussi, à travers, des balances, qui étaient présentes. Et si on se projette un peu plus loin sur, d'autres technologies qui étaient présentes et où on a pu voir que des usages en santé étaient possibles, donc on l'a évoqué, NVIDIA a dévoilé, son projet Digits et c'est déjà quelque chose où il y a des expérimentations dans des équipes R&D, en santé et qui va permettre finalement d'accélérer aussi de manière très rapide, toutes les premières phases cliniques en intégrant aussi, bah, toutes les données sur les données, synthétiques, les jumeaux numériques et qui va permettre finalement de gagner énormément de temps dans les premières phases cliniques et finalement avec, un super ordinateur, qui prend aussi, très peu de place et donc c'est quelque chose qui va un peu révolutionner aussi, la R&D à travers cette technologie. Ce qu'on a pu voir, alors qui était plutôt du coup dans la partie gaming, c'est tout ce qui était haptique, mais on peut, facilement, imaginer des usages aujourd'hui dans la formation des professionnels de santé, où finalement on va aller au-delà de l'immersion, classique que l'on pouvait voir avec de la réalité virtuelle, et augmentée et d'avoir finalement aussi toute la sensation, avec ces gants haptiques, qui étaient assez impressionnants à voir. Et puis enfin, on a vu, c'est vrai, beaucoup de lunettes connectées, notamment, bah, les Ray-Ban Meta, hein, qui sont en train d'exploser en termes de vente, et on peut imaginer beaucoup de monitoring santé possible intégré, puisque finalement, avec l'intégration de l'IA sur ces données-là, sur ces outils-là, on va pouvoir développer, beaucoup de fonctionnalités, notamment santé. Enfin, c'est vrai, la e-santé animale était toujours bien présente, hein, au CES. C'est vrai que comme, j'étais accompagné notamment de plusieurs vétérinaires, c'était assez intéressant de voir aussi leur regard sur ces différentes solutions. Donc, pas mal de solutions, notamment pour le monitoring, hein, des animaux de compagnie. Il y avait très peu de solutions pour les animaux d'élevage, cette année. Des solutions qui étaient déjà présentes l'année dernière, mais qui viennent avec des nouvelles fonctionnalités, des choses beaucoup plus robustes. Beaucoup de choses aussi, hein, sur les stands coréens. Alors, il y avait beaucoup de choses aussi un peu gadgets, mais des choses aussi très concrètes, hein, pour accompagner, finalement, la santé, des animaux de compagnie, que ce soit les chiens, les chats, et cetera. Avec aussi beaucoup de solutions qui intégraient aussi de l'IA, pour avoir finalement un monitoring et un suivi, assez précis, des données de santé des animaux de compagnie. Et puis, bah, évidemment, le CES aussi, c'est beaucoup de rencontres, donc beaucoup de startups françaises, des startups étrangères et puis on a pu aussi, avec la délégation, avoir des rencontres aussi privilégiées, hein, que ce soit avec, Thomas Serval de Barracoda ou Antoine Tenière, Paris Santé Campus, donc c'est aussi un des moments forts aussi du CES, c'est de pouvoir, échanger sur des temps aussi, très intéressants avec, différents entrepreneurs et toujours aussi impressionné de l'engagement aussi, de la volonté d'innovation de tous ces acteurs, donc c'est toujours, très riche en tout cas comme expérience. Donc voilà un petit peu le tour du CES que je voulais vous faire. Évidemment, c'est pas exhaustif, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est une expérience à vivre et puis, bah, si des fois, ça vous intéresse, de toute façon l'année prochaine on retournera en délégation donc, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit de mon côté ou l'équipe Vet-InTech. Merci beaucoup, Rémi. Ouais, c'est vrai que ça donne envie de venir faire un petit tour une année avec toi dans les couloirs. Très intéressant. Moi, je trouve on voit bien, ça s'interpénètre, le domaine de la santé, de l'habitat, santé, bien-être, bien vivre, bien vieillir. Tout ça fait un continuum quand même de Tout à fait. solutions diverses et variées. Et en effet, derrière ça, des infrastructures et de l'IA qui viennent soutenir tout ça, c'est plutôt intéressant. Il y a une petite question sur le fil pendant que tu parlais, que je Oui. vais relier sur, ça a été dit du coup par Valérie et par toi après en santé, grosse délégation coréenne. Est-ce que toutes ces innovations coréennes, est-ce qu'elles ciblent le marché européen et la France? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont déjà là ou qui comptent venir? Puis moi, je rajouterais ma version de la question qui est,
Les startups françaises que tu as vues, du coup, est-ce qu'elles, à l'occasion de Vegas, est-ce que c'est aller faire j'allais dire, aller là-bas pour mieux attaquer le marché français et rester chez nous, ou aussi pour elles, c'est ouvrir des marchés comme ceux des États-Unis ou des pays visiteurs? Alors, les startups coréennes, elles viennent surtout pour investir le marché américain. Ça, c'est certain. Et ce qui est super intéressant avec les délégations coréennes, c'est qu'il y avait toutes les grandes universités présentes, tous les grands instituts de recherche coréens. Donc, ils venaient vraiment aussi de manière très structurée et pas uniquement des startups qui étaient un peu laissées à droite à gauche. Donc, une vraie volonté avec aussi des incubateurs qui étaient mis en place par Samsung, par LG, par les gros big tech. Donc, une vraie volonté d'intégrer le marché américain. Et pour les startups françaises, en échangeant avec elles, il y a plusieurs choses. Pour beaucoup, finalement, ils s'aperçoivent que l'accès au marché est très compliqué en Europe. Et finalement, ils se disent que on va commencer finalement par attaquer le marché américain et revenir en Europe après. Ce qui est un peu malheureux, mais finalement, c'est ce qu'on s'est aperçu sur beaucoup de startups. Et puis, certaines aussi se disaient de bénéficier de la caisse de résonance du CES pour les aider dans leur démarche aussi de financement et de toucher aussi finalement des investisseurs. Donc, une volonté de commercialiser aux US pour revenir après en France ou finalement de l'investissement aussi, chercher des investisseurs. D'accord, super. Merci beaucoup pour ces retours, Rémi. Et du coup, je propose de passer à l'étape suivante. Vous avez le teasing à l'écran. Et donc de partir avec Jérôme. On retraverse l'Atlantique dans l'autre sens. Et on va voir ce qui se dit en écho côté France quand on est fin janvier à Station F. Et c'est notre événement Mouse Costaud en e-santé annuel, les grandes tendances e-santé. Il y en a 10 mis sur le devant de la scène. Aura-t-on le temps de faire le tour de 10 grandes tendances? C'est pas sûr. Ouais. Jérôme et Coralie nous faire Ouais. une synthèse et un choix. Et puis n'hésitez pas, comme tout à l'heure, s'il y a quelques questions sur le chat, je les relayerai avec plaisir pour Jérôme et Coralie. À toi, Jérôme. Merci Paul et merci à toute l'équipe d'Axel là, pour ce rendez-vous qui nous fait plaisir à post-événement. Je voulais tout d'abord en introduction là de vous remercier, féliciter également Valérie et Rémi là, sur le contenu du CES, que ça donne vraiment une bonne visibilité et je trouve que c'est toujours intéressant de voir un peu les innovations qui peuvent être portées. Et par rapport à l'événement que nous organisons avec notre équipe d'interaction healthcare, donc les grandes tendances de la e-santé, ça répond un peu à ta question, Paul, sur le côté presque de diffusion dans le système de santé. Et c'est pour ça que je vous mets quelques slides qu'on a partagés donc, le 28 janvier dernier, donc la 9e édition des grandes tendances de la e-santé. On a pour objectif là, de réunir tous les acteurs en fait, de l'écosystème, que ce soit les acteurs publics, les autorités. Donc, on avait le ministre de la Santé, donc le docteur Yannick Neuder, et on avait donc réuni, vous le verrez sur le site, voilà, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'écosystèmes, des startups, bien sûr, mais aussi des patients, parce qu'on est très orienté, et je trouve que c'est intéressant, tout ce qu'a montré Rémi, il y a forcément toujours cette question de, OK, comment ces technologies, maintenant, elles arrivent auprès eh bien, des patients. Et notamment, on avait deux tables rondes qui étaient passionnantes. C'était sur, bien sûr, la e-santé pour les patients, le monde de la recherche en amont. Par exemple, le Paris-Saclay Cancer Cluster. Donc, c'était Benjamin Garel que vous voyez au milieu entre Virginie de Philips et Anne-Sophie Joly de l'association donc des obèses de France et qui en fait vraiment a expliqué comment au niveau de la recherche et Rémi tu as un peu souligné voilà des fois des calculateurs qui vont peut-être permettre d'avancer sur la recherche et forcément les essais cliniques. Donc essayer de comprendre une chose très concrète. Alors comme tu as dit Paul, on a eu presque 4 heures d'émission, donc c'est compliqué de synthétiser en quelques minutes, mais peut-être pour vous montrer en fait un peu et je trouve que c'est super ce que vous faites au niveau de l'Axel, de réunir des acteurs qui viennent de différents secteurs. On a invité Kevin Piette, que vous voyez à l'écran, qui est donc le pilote d'exosquelette. Donc Kevin, il est paraplégique depuis son accident de moto. Vous avez certainement vu, vous le voyez, c'est la photo, il a été le porteur de la flamme olympique et pendant les Jeux donc, paralympiques de Paris en septembre dernier. Et en fait, je souhaitais l'inviter parce que ça montre de manière très concrète comment la technologie elle change la vie de personnes qui, dans le cas de Kevin, en situation de handicap. Et donc, il a pu interagir avec le ministre
sur des sujets très concrets, hein. Notamment, il y avait Jean-Louis Constanza, donc, qui est un des cofondateurs de Wondercraft, qui expliquait que ces technos, elles étaient commercialisées aux États-Unis. Donc, il y a notamment Mathieu, le CEO de Wondercraft, qui est présent donc, à New York. Eux, ils le vendent 92 000 dollars auprès des autorités américaines. Donc, ce que tu disais, Rémi, est très intéressant. Alors, comment, en fait, voilà, on partage ces technos. Ben, il y a certains pays qui estiment que de pouvoir accompagner, ça peut être intéressant. Ben, comment on peut le faire en France? Alors, je sais qu'il y a eu des initiatives qui avaient été portées pour le diffuser. Mais pourquoi je vous dis que tout est lié? C'est que Kevin Piet et notamment Wondercraft étaient, et Valérie, tu l'as souligné, avec Nvidia, qui est un des grands, enfin qui était vraiment un peu, comme tu dis, la rockstar du CES, ils ont fait une application concrète de la santé avec Wondercraft. Donc d'impliquer notamment tout ce qui est autour d'IA pour l'intégrer dans ce type d'exosquelette. Donc vous voyez que tout est imbriqué dans les innovations en santé technologiques, comme on peut le voir bien sûr avec Kevin Piet. Je passe rapidement, mais pour vous dire aussi pourquoi c'est important dans les innovations santé qu'on évoque. Et je trouve que ce qu'a présenté Valérie et Rémi au niveau santé, il y a plein d'innovations qui existent. Et moi, mon rôle, en fait, dans le cas de cet événement, c'est de se dire, OK, on passe une journée ensemble et on a le ministre qui donne certainement la vision de comment on peut utiliser la e-santé, mais également, et on a eu la présence du professeur Collet, donc le président de la Haute Autorité de Santé, qui forcément est un des acteurs centraux dans les orientations, l'évaluation. On le voit dans les DTX qui ont été présents. Il y a une dernière actualité par Ludocker qui, malheureusement, ne l'a pas obtenu. Donc, on sait que ce sont des acteurs qui sont structurants et donc on l'a partagé. Donc tout ça, vous l'aurez en replay. Donc je passe rapidement, mais c'était important. Et donc notamment dans le triptyque, ministère de la Santé, la Haute Autorité de Santé, puis on a également eu la conclusion par le directeur général de l'assurance maladie, qui là aussi, et je trouve que c'est ça qui est passionnant, c'est dépasser le prisme purement technologique. Je pense qu'on est tous au niveau de l'Axel et des participants. Je vois qu'il y avait pas mal de startups présentes et de participants là dans ce matin qui étaient là aux grandes tendances de l'e-santé. Ben voilà, d'avoir aussi un acteur comme l'assurance maladie qui, on sait très bien, en termes de droit commun, en termes de remboursement de solutions, de télémédecine, de suivi en oncologie, de télésurveillance, enfin, c'est vraiment un acteur qui est hyper important. Et là aussi, de montrer qu'il y a une volonté en fait d'intégrer de plus en plus ces solutions. Et puis peut-être pour vous donner là aussi sur les grandes tendances, avant de laisser Coralie présenter aussi sur les tendances qu'on a identifiées avec les équipes de Mind Health et d'Interaction Healthcare, vous dire que l'après-midi, en fait, on a donné des sujets plus thématiques, hein, puisqu'on a 4 heures d'émission le matin, et l'après-midi, c'est 6 ateliers précis. Il y en avait un dédié sur la dermatologie. Donc, ce que tu as dit, Rémi, m'a beaucoup intéressé. On a montré en fait l'application dans le monde de la dermatologie. Il y a plein de choses qui se font. Et dans les ateliers, vous voyez, c'est un peu les tendances. Enfin, c'est pour ça que je l'ai mis en avant. C'est que forcément, la prévention reste de plus en plus un élément essentiel. Comment la technologie peut influencer la partie de la prévention. On avait BPI France. On avait Vivalto Santé qui a présenté des projets avec également des établissements. On avait Novartis avec le CHU de Nantes, donc montrer des acteurs industriels qui travaillent avec des établissements pour innover en termes de prévention. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu l'as dit, Rémi, la santé mentale, qui a été une des tendances vraiment fortes, mais aussi la formation des professionnels de santé, qui a été vraiment une lame de fond de cette édition, qui est de dire on peut apporter toutes les innovations, et je trouve que c'était hyper intéressant de le présenter en amont avec Valérie et Rémi, mais si tu ne formes pas les professionnels de santé à ce type de techno, ce sont souvent, on parle des pharmaciens, on parle des professionnels de santé, des médecins, qui vont être aussi la voie de diffusion, de disséminer donc, ce type de technologie auprès des patients. Donc il faut former les points de santé, il faut former les médecins, et donc là on a eu aussi beaucoup d'interactions. Bien sûr, l'IA et l'IA générative, donc concrètement les cas d'usage, et ça c'est passionnant parce que tout le parcours de santé en amont
que ce soit sur le dépistage, sur la prévention, sur la prise en charge, et notamment il y a beaucoup de sujets en termes d'onco, mais aussi en amont sur la recherche, l'accélération dans les essais cliniques, grâce aux jumeaux numériques, Coralie va en reparler, ça c'était un élément important. Puis le financement, donc vous voyez, quand on parle de tendances, il y a aussi des tendances pas que technologiques, mais aussi on sait que 2023 pardon, a été très compliqué pour les levées de fonds, puisque je rappelle, hein, 2022, on était monté jusqu'à plus d'1,2 milliard, on est redescendu moins de 300 millions en 2023, donc ça a été, vous voyez, on a perdu presque ouais, entre 900 millions et 1 milliard de levées en une année, c'est pour le marché français, ce qui est vraiment considérable. Et puis là, on est revenu un petit peu au-dessus, donc près de 700 millions pour cette partie financement. Donc comment on finance, donc là, il y avait le directeur santé de la Banque européenne d'investissement. On avait également la Banque des territoires qui est très présente en France. Comment en fait, on peut diffuser ces innovations grâce à des financements publics, mais aussi montrer des startups. Donc il y avait Rebrain qui était présent, qui a présenté ces solutions. Et puis une des dernières tendances qui aussi était très présente cette année, c'est sur la cybersécurité. On n'en parle pas beaucoup. Moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis 2-3 ans. C'est clair que les innovations, qu'elles soient dans les dispositifs médicaux, qu'elles soient dans les aspects hospitaliers, si vous avez une attaque en termes de cybersécurité, ça change beaucoup de choses en termes de diffusion, ça peut bloquer. Et donc, c'était un des sujets qui était important, donc qui avait été donc piloté par Evelyn Kratz. Et puis, bon, je le passe rapidement, mais je vois que je crois qu'il y a Elie Lobel de RDS qui est présent. Donc, il y avait quand même pas mal de startups présentes. Et nous, c'est ce qui nous tient à cœur aussi. Rémi a fait une super couverture là, par rapport à des startups qui étaient présentes au CES. Là, nous, on veut vraiment, c'est montrer des aspects, par exemple, comme BioLevate qui sont présentes. Je crois que Rémi t'en a parlé aussi. BioLevate, donc, qui est vraiment un acteur hyper innovant, qui est basé à Station F, et notamment qui était présent sur vraiment l'IA, comment il l'utilise aujourd'hui, notamment dans le domaine de la dermatologie. Et c'est juste passionnant. Je vous enverrai les liens si vous voulez. Il y a quelques petits comment dire, reportages qui ont été faits, mais Tetris sur la cybersécurité. Donc, et ce qui est intéressant, et je ne vais pas être trop long là-dessus, mais pourquoi on fait ce village, c'est qu'il faut qu'il y ait de la porosité entre des acteurs ministériels, des acteurs, des autorités comme la HAS. Donc, moi, j'ai proposé au président de la Haute Autorité de Santé, au ministre de la Santé, de rencontrer ces innovations parce que c'est là où, en fait, tu peux vraiment assurer une diffusion large de ces innovations, montrer les problématiques qu'on peut avoir et qui sont très présentes. Et puis, bon, je passe très rapidement parce que je voudrais laisser la parole à Coralie, mais on a fait avec Pulse Life. Également, on fait beaucoup de baromètres exclusifs, ce qu'on a fait avec MindHealth, on l'a fait également avec Pulse Life, sur comment, donc là on a interrogé 760 problèmes de santé, comment le numérique est aujourd'hui utilisé. Donc 88% des problèmes de santé donc, ont un usage quotidien. Et puis là, vous avez un niveau de granularité. Vous voyez, 66% déclarent avoir recours aux outils digitaux d'aide à la décision devant leurs patients. Donc ça devient, c'est plus je prépare en amont bien sûr d'un rendez-vous avec un patient ou peut-être par la suite pour rechercher des éléments scientifiques, des études. C'est pendant en fait eh bien cette pratique avec le patient. Donc les outils de décision, les plateformes de téléconsultation, voilà, vous avez tout le détail. Vous avez également forcément 93% qui pensent que ça a un impact positif sur la qualité des soins. Donc ça, c'est vraiment un élément hyper intéressant, mais aussi identifier les freins. Les freins, c'est qu'ils n'ont pas de temps pour se former, alors que c'est un élément qui est important. Il manque de ressources, donc ça, c'est un des éléments là-dessus. Et puis parfois, notamment au niveau de l'IA générative, un manque de confiance sur les résultats qui peut être porté. Il faut qu'il y ait en sciences, dans la santé, et forcément une exigence sur la rigueur des contenus. Donc les axes d'amélioration, et ça je trouve c'est hyper intéressant, c'est pour ça que nos interventions sont très complémentaires, c'est que on travaille sur une meilleure ergonomie et une accessibilité. Donc moi j'ai fait avec le docteur Pigné, donc de Grégoire Pigné qui est le CEO de Pulse Life, on a fait une tribune ensemble dans la tribune dimanche, vous pouvez la retrouver sur mon compte LinkedIn, où en fait on parle vraiment de la démarche de co-conception. Il y a encore plein de solutions où l'ergonomie, la personnalisation des besoins, elle n'est pas vraiment prise en compte. Donc, d'intégrer les patients, d'intégrer les produits de santé dans ces innovations qu'on peut bien sûr présenter. Voilà. Et puis, vous voyez, il y avait donc là, ça va faire écho, nous, sur la 10e année, donc en janvier 2026, on va faire une étude
là qui va être un peu miroir. On a vu la vie des problèmes de santé. Ben, on voit la perception des problèmes de santé sur les patients. Ils pensent qu'il y a une adhésion qui est un peu plus mitigée. Donc, ils savent que c'est vraiment voulu par les patients. Mais forcément, on a, selon les profils, selon peut-être aussi la pathologie, qu'elle soit chronique ou aiguë, une prise en charge qui va être différente, une adhésion qui va être différente. Et donc, on va interroger pour l'année prochaine. Donc, on sera ravis de vous le repartager en 2026 sur voilà, comment les patients perçoivent l'intérêt des innovations en e-santé, mais aussi des problèmes de santé, comment ils l'intègrent. Donc, vous voyez, ouais, on a quand même des points assez importants sur un meilleur suivi de l'état de santé, une meilleure compréhension de leur pathologie, donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis aussi de faciliter la communication. Et dans le cadre en fait de cet événement, on a aussi avec notre média qui s'appelle L'œil de la e-santé interrogé plusieurs acteurs, notamment dans l'oncologie. Et là aussi, je l'ai partagé là sur mon compte LinkedIn. On a eu le professeur Jean-Yves Blais, qui est le président d'Unicancer, et qui a fait une conclusion vraiment passionnante en disant que il suit énormément toutes ces innovations en termes d'IA et autres, et de dire par contre que le retour qu'il lui peut avoir, c'est que ces innovations technologique, c'est pour favoriser la rencontre avec le problème de santé et que les patients veulent l'être humain, il le dit, hein, l'être humain qui est le médecin, et que ça, il est persuadé que malgré toutes ces innovations, c'est ce qui va rester central et c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Voilà, et donc plus d'informations, donc ça vous le retrouverez. Et dans le cadre, et je vais pouvoir passer la parole à Coralie, chaque année, on fait une note de synthèse un petit peu sur les 10 tendances. Et donc, la conférence du matin que j'ai co-animée avec Sandrine Cochard, donc, qui est la directrice eh bien, de la rédaction de Mind Health, on a proposé avec Sandrine et je remercie encore une fois, il y avait Romain, il y avait bien sûr Coralie qui était également présente pour présenter. Il y avait également Clarisse de Mind Health qui était présent pour les ateliers. Et donc voilà, on a identifié, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette présentation en amont, avec Lumina Potiron de Business France, quelles étaient aussi la perception aux États-Unis, ce qui se fait dans les événements, pas que le CES, hein, il y a plein d'autres événements qui sont présents. Donc là, c'était aussi passionnant. Et donc, on a identifié une dizaine de tendances en santé numérique, et je laisse bien sûr Coralie pouvoir présenter. Il y en a voilà, une ou deux moi, que vraiment j'ai trouvé, enfin, qu'on a identifié notamment sur les biomarqueurs digitaux, que je trouve vraiment très impressionnants. Et bien sûr, des éléments qui sont très structurants, et je dirais maintenant qui sont des lames de fond, comme l'IA et l'IA générative, mais aussi les jumeaux numériques qui maintenant sont vraiment intégrés dans le parcours de soins. Mais Coralie, je te laisse en parler comme convenu. Coralie, une dizaine de minutes pour faire ton topo. Merci Jérôme. Et à toi, Coralie, tu peux prendre la balle. Oui. Alors, Je vais arrêter le partage. bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, super. Non, j'ai eu un petit. Donc, ravi de vous présenter les tendances. Donc, merci pour l'invitation, et merci à Jérôme aussi qui nous a permis de les présenter aux grandes tendances de la e-santé. Alors, je vais juste vous afficher, vous les remettre à l'écran, ce sera mieux. Donc voilà, nous, ça fait plusieurs années qu'on étudie du coup les tendances de fond sur la santé numérique notamment. Et donc, comme Jérôme l'a dit, le premier sujet qu'on avait identifié, c'était les jumeaux numériques. Donc, on voit que c'est vraiment des outils qui peuvent être utiles dans le parcours de soins, et notamment sur le volet diagnostic et prise en charge. C'est un écosystème qui est assez dynamique. On l'a vu avec plusieurs levées de fonds en fin d'année dernière, notamment celle de Shurgard, Deep Life. Et après, pour faire la continuité un peu de ce qu'ont présenté Valérie et Rémi, c'est vrai que nous, on a quand même identifié un gros morceau, j'allais dire, qui continue d'être l'intelligence artificielle. C'est d'autant plus intéressant de s'y intéresser que le sommet de l'IA va s'ouvrir en début de semaine prochaine. Donc, on a
même si ça infuse dans toutes les tendances qu'on a identifiées, il y a 2 points sur lesquels on voulait vraiment revenir. Donc l'IA générative, ce qu'on voit, c'est qu'après les déploiements massifs de l'an dernier, l'IA générative semble avoir trouvé sa place dans le secteur de la santé, que ce soit pour le développement de médicaments ou dans le cabinet des médecins avec l'IA ambiante, notamment avec des solutions qui sont portées par des startups comme Nabla. Mais ce qu'on voit émerger, c'est aujourd'hui la question de l'évaluation. Donc, en plus de l'IA Act qui va se déployer en 2026, on remarque que les évaluateurs et les régulateurs commencent à s'organiser. Donc, la HAS a notamment créé un groupe de travail dédié à l'IA générative. Aux États-Unis, on voyait que la FDA, la Food and Drug Administration, avait commencé à se pencher sur la régulation. Mais bon, c'est des choses qui ont un peu bougé avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Là, on est plutôt sur, on va dire, une dérégulation, donc affaire à suivre. Et nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est l'IA qui s'impose du coup dans le volet des essais cliniques. Donc, pardon. Donc, par exemple, en novembre 2024, on a l'entreprise américaine Formation Bio qui s'est associée à OpenAI et Sanofi pour construire Muse, son outil alimenté par l'IA pour optimiser le recrutement des patients. On voit que ça, c'est un vrai enjeu parce qu'aujourd'hui, 30% des essais cliniques sont abandonnés, s'arrêtent faute d'avoir réussi à recruter des patients. On a aussi la Poste Santé Autonomie qui s'est lancée sur le marché. Donc, elle a annoncé l'expérimentation au premier semestre 2025 de sa solution d'IA générative pour la recherche clinique. Et au-delà de la question du recrutement, on voit que l'IA peut être aussi un outil précieux pour générer des corps de patients artificiels et donc résoudre aussi ce problème de recrutement de patients dans les essais qui ciblent les maladies rares ou les essais pédiatriques. Alors, comme Rémi l'a évoqué, on a aussi la question de la santé mentale qui confirme un peu son statut de domaine porteur pour les technologies de santé. Donc, comme vous le savez, elle est grande cause nationale en 2025 et la Haute Autorité de Santé en a fait justement une de ses priorités aussi de sa feuille de route 2025-2030. Autre élément intéressant qu'on peut noter pour l'écosystème, on a eu le lancement du grand défi dispositifs médicaux numériques en santé mentale. Et si on regarde du côté des États-Unis, depuis le 1er janvier, on a le remboursement de certaines applications de santé mentale via Medicare. C'est d'autant plus intéressant pour les DTX, donc les sociétés qui portent des thérapies numériques, puisque ce qu'on voit, c'est que la santé mentale reste leur domaine de prédilection. Si on prend l'exemple des thérapies numériques allemandes qui sont prises en charge dans le DIGA, il y en a 50% aujourd'hui qui ciblent des pathologies mentales. Et on voit qu'il y a certaines entreprises qui commencent justement à utiliser l'IA pour améliorer aussi leur DTX, notamment Hello Better qui a annoncé un investissement de 3 millions d'euros. Donc l'objectif, c'est notamment de détecter en amont le déclenchement d'une crise chez un patient. Alors, l'IA toujours, ça va être un peu le thème principal de ma présentation. Ce qu'on voit, c'est que ça joue aussi un rôle dans l'essor de la médecine de précision en oncologie. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les découvertes de ces dernières années sur les déterminants génétiques du cancer font qu'on ne parle plus de cancer lié à un organe, mais plutôt à une mutation. Et le diagnostic précoce est d'autant plus important aujourd'hui pour guérir le cancer. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des initiatives comme le programme Interception, qui est porté par l'Institut Gustave Roussy, qui est l'un des programmes phares au niveau national, qui va se poursuivre en 2025. Donc, l'objectif, c'est d'identifier, grâce à un algorithme qui a été développé en interne chez eux, les patients qui sont les plus à risque de développer des pathologies cancéreuses.
Et une autre technologie à suivre sur ce volet de la médecine de précision en oncologie, Rémi en a déjà un peu parlé, c'est les organes sur puce. Donc, c'est des répliques miniatures d'organes en 3D sur une puce microfluidique. Donc, pour nous, la médecine de précision en oncologie, c'est vraiment une tendance de fond qui va se poursuivre dans les prochaines années. Et c'est pour ça qu'on a décidé de consacrer un événement à cette thématique, donc qui aura lieu le 5 juin. Un autre sujet qu'on suit beaucoup et que Jérôme a abordé, c'est la question des financements et des levées de fonds. Effectivement, l'année 2023 était assez compliquée, on va dire. Et là, en 2024, on voit une amélioration certaine sur le volet des levées de fonds. Donc, selon notre baromètre annuel, on a 54 entreprises qui ont réalisé une levée de fonds pour un montant total de 654,3 millions, donc soit plus du double de l'année précédente. Et parmi les entreprises qui ont le plus levé, on retrouve des startups qui s'appuient sur l'IA générative, comme Akemia notamment pour le développement de médicaments, ou Bioptimus. Bioptimus, du coup, qui confirme l'intérêt des investisseurs pour l'IA générative en 2025, puisqu'ils ont levé encore 39 millions d'euros en janvier. Et cet essor de l'IA amène aussi des fonds tech à s'intéresser aux startups de la e-santé. Donc, un point positif aussi pour les startups. Et donc, les projections pour 2025, les experts restent optimistes, mais prudents au vu des incertitudes politiques. Et donc, voilà, je vous ai mis le petit QR code, j'espère que vous le voyez, donc que vous pouvez télécharger pour retrouver l'intégralité des tendances, voilà, si vous souhaitez les explorer plus. Merci beaucoup, Coralie. Un timing d'une précision exceptionnelle. Donc, je me Merci. félicite. Et ben, très bien. Ouais. Merci tout le monde. On a 4-5 minutes de conclusion si David ou les intervenants veulent dire un mot. Pour ma part, merci beaucoup aux intervenants. Je pense que, comme chaque année, en 1h30, on s'injecte une dose de tour du monde, de tour des tendances pour alimenter une bonne année de discussion jusqu'à l'édition 2026. Donc, merci. C'est super synthétique tout en étant précis avec beaucoup d'illustrations, d'exemples et, plein de sujets à réfléchir derrière. Merci beaucoup. David, un mot aussi, si Oui, en tout cas, l'intervenant veut faire un petit mot de conclusion aussi. c'était comme à chaque fois passionnant. Voilà, merci pour ton animation, Paul. Merci à Marie Giroux et Alexander de l'Axel pour l'organisation de cette matinée. C'était sympa d'avoir Coralie qui représente Mindels et merci à Jérôme du coup d'avoir fait cette mise en relation. C'était très complémentaire, j'ai trouvé, par rapport à tout ce qui a été dit précédemment. Encore merci à Jérôme, bravo pour ton événement. Rémi, voilà, l'ambassadeur du CES, merci de nous avoir fait profiter de tes dizaines de kilomètres parcourus. Voilà, parce que c'est quand même très sportif de faire le CES, on ne le dit pas assez, mais il faut être en bonne condition physique. 80 km on a fait. 80 km. Donc, merci de nous avoir fait profiter tranquillement assis, sans bouger, de tes 80 km. C'est moins bon pour notre activité physique, mais pour la tienne, voilà. Mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir une belle synthèse. Et encore, merci beaucoup, Valérie, parce que c'est toujours un plaisir d'avoir cette vision aussi d'ensemble, un peu globale, à 360 au niveau mondial. Une petite pensée donc pour François, qui n'aura finalement pas, je suppose qu'il n'a malheureusement pas pu atterrir dans les temps, donc il doit être quelque part dans l'avion entre New York et Paris. Donc on aura l'occasion de le revoir dans une prochaine séance ou prochain événement, parce que c'est un de nos fidèles également. J'espère, quant à vous, que vous avez pu apprécier ce condensé d'informations, voilà, qui vous a été distillé avec différents angles. Donc vous pouvez venir chercher ce qui vous intéresse dans cette masse d'informations.
Mais pour le coup, en termes d'analyse de tendance, voilà, on a vraiment la chance d'avoir des analystes de haut vol qui nous présentent vraiment une synthèse de synthèse. Donc, encore merci beaucoup. Merci aux participants qui se sont intéressés à cet événement. N'hésitez pas à faire part dans vos entreprises de ce que vous avez eu comme information aujourd'hui. Évidemment, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à interagir avec chacun des intervenants puisqu'ils ont des activités qui leur permettent aussi d'approfondir certains sujets, si vous le souhaitez, dans le cadre de vos activités, dans vos grands groupes ou dans vos startups. Vous pouvez bien évidemment les contacter par notre entremise si vous le souhaitez pour approfondir certaines thématiques. Voilà. Et on va se retrouver dans le cadre de l'Axel. Donc, je disais, pour des nouveaux formats cette année, le remue-ménage, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard. Donc, on va faire des ateliers dans des lieux emblématiques de la santé avec voilà, les membres de l'Axel, hein, des auditeurs, des visiteurs qui viendront pour ces événements, mais aussi avec des acteurs du monde de la santé. Et on va se mélanger pour voilà, travailler ensemble, imaginer des choses ensemble. Donc ça va être des ateliers de remue-ménage. On en a fait un récemment à la Fondation Université de Paris-Cité, donc au musée de la médecine à Paris-Descartes, et dans un endroit magnifique en plus, historique, avec plein de belles statues qui nous regardaient de manière très fixe, qui mettaient tout le poids de cette science médicale sur les épaules pour partager sur cette thématique de la formation dans les nouveaux métiers de la santé. On va en avoir de nouvelles bientôt sur ces sujets-là, notamment sur la santé mentale, sur l'organisation du soin, voilà. On va aussi avoir des masterclass. Donc en fin de journée, on vous propose de passer 1 heure ensemble avec une personnalité de la santé au sens large. Ça peut être un médecin, un institutionnel, un philosophe, pourquoi pas, voilà, ou un sociologue ou un économiste de la santé, pour venir vous partager avec vous son jus de cerveau. On l'a fait sur une thématique sur la santé mentale, justement, qui a été soulignée, hein, je crois, par Coralie tout à l'heure. Et on avait eu vraiment une vision sur le sujet du digital en santé, en termes de puissance, de révolution potentielle dans le monde de la santé mentale que je ne soupçonnais pas, à quel point ça pouvait avoir durablement un impact sur la pratique de la santé, du point de vue des professionnels de santé dans les années à venir et comment ça pouvait être véritablement un nouveau paradigme. Donc voilà, donc on aura l'occasion d'y revenir, mais aussi on va organiser une petite surprise, mais on ne va pas la dévoiler, je fais juste mon petit teasing pour le coup. On va monter un gros sujet, un gros nouveau sujet cette année. On aura l'occasion d'y revenir, d'en faire la promo. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va profiter de la dynamique de l'arrivée d'un nouveau membre qui s'appelle le groupe Vive et d'autres nouveaux qu'on va vous annoncer bientôt, donc des très gros acteurs, pour enclencher une nouvelle dynamique également dans ce domaine-là. Voilà, merci à tous, merci pour votre attention. On vous libère, voilà, vous pouvez poursuivre votre vendredi avec plein d'idées sur lesquelles vous pouvez réfléchir pour les tendances de cette année. Merci à tous.